Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'infidélité masculine. Pas de langue de bois, pas de psychologie édulcorée. Après 30 ans de consultation, j'ai compris quelque chose que la plupart des thérapeutes n'osent pas formuler clairement. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai la clé qui change absolument tout dans votre façon de voir les hommes et leur trahison. Alors abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà soupçonné ou découvert une infidélité? Parce que ce que vous allez entendre concerne probablement quelqu'un que vous connaissez, peut être même vous. Voilà la question que tout le monde se pose. Pourquoi? Pourquoi un homme qui a tout, une femme formidable, des enfants, une vie stable, décide-t-il de tout risquer pour une aventure, pour quelques instants volés, pour ce qui ressemble de l'extérieur à une pure autodestruction? La réponse simple serait de dire parce que c'est un salaud. Mais, ma chère auditrice, la réalité psychologique est infiniment plus complexe, plus sombre et, paradoxalement, plus banale que vous n'imaginez. Commençons par démolir le premier mythe. L'homme ne trompe pas parce qu'il manque d'amour. C'est faux, archi faux. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines d'hommes pleurer en me disant qu'ils aimaient profondément leur femme tout en la trompant depuis des mois, parfois des années. Comment est-ce possible? Parce que le cerveau masculin, et je ne fais pas de sexisme primaire ici, je parle de neurobiologie, fonctionne avec une capacité de compartimentage que beaucoup de femmes sous-estiment. Un homme peut sincèrement aimer sa femme dans un compartiment émotionnel et désirer une autre femme dans un compartiment totalement distinct. Ces deux réalités coexistent sans se percuter dans sa tête. Fascinant, non? Terrifiant aussi? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc, 52 ans, cadre supérieur, marié depuis 25 ans à Sylvie, 3 enfants adultes, une vie que beaucoup envieraient. Marc vient me voir parce que Sylvie a découvert son aventure avec une collègue de travail. Il est effondré, littéralement détruit. Les premières choses qu'il me dit, je ne voulais pas lui faire du mal. Je l'aime. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Remarquez bien, il ne dit pas je ne l'aime plus. Il dit je l'aime. Et savez-vous quoi? Je le crois. Parce que l'amour et l'infidélité ne s'excluent pas mutuellement dans l'esprit masculin. Ils peuvent cohabiter dans une dissonance cognitive remarquable. Alors creusons. Pourquoi Marc a-t-il franchi cette ligne rouge? Première raison, et elle est universelle, l'opportunité. Oui, aussi simple que ça. Des études en psychologie évolutionniste montrent que les hommes sont câblés pour répondre positivement aux opportunités sexuelles quand elles se présentent avec peu de risques apparents. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait biologique. Le cerveau reptilien, celui qui gère les pulsions primaires, n'a pas beaucoup évolué depuis la préhistoire. Il voit une femme disponible, intéressée, il enregistre opportunité de reproduction, et voilà la dopamine qui monte, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense qui court-circuite le cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable du jugement et de l'anticipation des conséquences. Mais attention, mesdames, ne tombez pas dans le piège de penser que les hommes sont de simples animaux incapables de se contrôler. Ce serait trop facile pour eux. L'opportunité seule ne suffit pas. Il faut un terrain psychologique favorable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue clinique. Deuxième facteur, l'estime de soi vacillante. Surprenant, non? On imagine l'infidèle comme un mâle alpha arrogant, sûr de lui. Erreur. Dans la majorité des cas que j'ai traités, l'homme infidèle souffre d'une fragilité narcissique qu'il compense par la séduction externe. Marc, par exemple, approchait de la cinquantaine. Il regardait son corps changer, sa virilité interrogée par quelques ratés au lit, sa pertinence professionnelle contestée par une nouvelle génération de collègues. Et soudain, voilà qu'une femme de 38 ans, séduisante et intéressée, le regarde comme s'il était extraordinaire. Vous comprenez l'effet? C'est de l'héroïne pure pour un ego en manque.
Cette femme lui renvoie l'image de l'homme qu'il croyait avoir perdu. Elle ne connaît pas ses défauts, ses échecs, ses faiblesses quotidiennes, elle voit seulement ce qu'il veut montrer. C'est grisant, addictif même. Troisième dimension, et celle-ci va peut-être vous choquer, la fuite de l'intimité réelle. Paradoxe troublant, l'infidélité est souvent un moyen d'échapper à la profondeur émotionnelle qu'exige une relation de longue durée. Vivre avec quelqu'un pendant 20, 30 ans, c'est être complètement nu psychologiquement. Cette personne vous connaît mieux que vous-même. Elle voit vos failles, vos lâchetés, vos incohérences. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Certains hommes, et certaines femmes aussi, soyons honnêtes, fuient cette vulnérabilité en créant une relation parallèle superficielle où ils peuvent jouer un rôle, porter un masque. L'aventure extra-conjugale devient un refuge contre l'authenticité exigée par le mariage. Regardez Marc encore une fois. Avec sa maîtresse, il n'avait pas à discuter des factures, de l'éducation des enfants, de ses angoisses professionnelles profondes, de sa peur de vieillir. Avec elle, il était le Marc charmant, séducteur, sans problème, une version simplifiée et flatteuse de lui-même. Avec Sylvie, il devait être l'homme complet, avec toutes ses contradictions et ses zones d'ombre, deviner quelle relation lui semblait plus facile, plus légère, celle qui exigeait le moins de lui émotionnellement. Et maintenant, accrochez-vous, parce que je vais toucher à quelque chose de sensible. Quatrième raison, la routine sexuelle et la désexualisation du couple. Beaucoup de femmes refusent d'entendre ça, mais je dois le dire. Après des années de mariage, particulièrement après l'arrivée des enfants, beaucoup de couples transforment leur relation en partenariat domestique efficace. On gère la maison, les comptes, les devoirs des enfants, les rendez-vous médicaux. Formidable. Mais où est passé l'érotisme? Où est passé le désir? L'homme et la femme deviennent coparents, colocataires, codirecteurs d'une entreprise familiale. Ils ne sont plus amants et le désir sexuel, cette force primitive et anarchique, ne se satisfait pas d'un planning partagé sur smartphone. Je vois vos sourcils se froncer. Alors c'est ma faute s'il m'a trompé? Non. Écoutez-moi attentivement. Comprendre n'est pas excuser. Je ne cherche pas à dédouaner les hommes infidèles. Je cherche à vous donner les outils pour comprendre les mécanismes psychologiques en jeu. Parce que tant que vous vous accrochez à l'idée simpliste que c'est un salaud point final, vous restez dans l'émotion pure et vous ne pouvez ni prévenir, ni guérir, ni reconstruire quoi que ce soit. Revenons à la science un instant. La dopamine, ce fameux neurotransmetteur dont je vous parlais, diminue naturellement dans les relations à long terme. C'est inévitable. Les premiers mois, les premières années d'une relation, le cerveau baigne dans un cocktail chimique comparable à celui d'une addiction aux drogues. Dopamine, ocytocine, sérotonine, vous êtes littéralement drogués l'un à l'autre, puis progressivement le cerveau s'habitue. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Le même stimulus produit moins de plaisir. Ce n'est pas que vous aimez moins votre partenaire, c'est que votre cerveau ne produit plus le même feu d'artifice neurochimique. C'est normal, c'est prévisible. Mais personne ne vous l'explique avant le mariage, n'est-ce pas? Alors que se passe-t-il quand un homme rencontre une nouvelle femme qui déclenche à nouveau cette tempête dopaminergique? Il se sent vivant, électrisé, comme s'il avait 20 ans. Et voilà le piège. Il confond cette excitation neurochimique avec de l'amour véritable. Il se dit « c'est elle, la bonne », alors qu'en réalité, c'est juste son cerveau qui redemande sa dose de nouveauté. C'est ça le mensonge fondamental de l'infidélité. Croire que cette nouvelle relation est qualitativement supérieure alors qu'elle est simplement nouvelle. J'ai un patient, appelons-le Thomas, qui a quitté sa femme pour sa maîtresse. Il était absolument convaincu d'avoir trouvé son âme sœur. 6 mois après, il était dans mon cabinet en train de pleurer parce que la magie avait disparu et qu'il se retrouvait avec les mêmes problèmes qu'avant, mais sans sa famille. Qu'est-ce qui s'était passé? L'habituation hédonique, encore une fois. Le cerveau s'était adapté,
La nouveauté s'était transformée en routine et Thomas réalisait amèrement qu'il avait sacrifié 20 ans de construction commune pour un pic de dopamine temporaire. Tragique et tellement prévisible. Dites-moi en commentaire si ce que je dis résonne en vous. Partagez cette vidéo avec une amie qui traverse une crise conjugale, parce que ce que je suis en train de vous révéler, la plupart des thérapeutes ne vous le diront jamais aussi crûment. Cinquième facteur, et celui-ci est plus sombre, la revanche narcissique. Certains hommes trompent pour punir leurs femmes. Pas toujours consciemment, notez bien, un homme qui se sent émotionnellement négligé, critiqué, rabaissé dans son couple peut développer une rage sourde. Il ne l'exprime pas directement parce qu'il n'a pas les outils émotionnels pour le faire. Alors il agit. L'infidélité devient une arme passive-agressive. Tu ne me vois plus, regarde, une autre femme me désire. C'est puéril, destructeur, mais psychologiquement cohérent. J'ai reçu Paul, un homme de 48 ans, dont l'épouse, brillante avocate, gagnait 3 fois son salaire et ne manquait jamais une occasion de le lui faire sentir. Devant les amis, en famille, elle glissait des remarques désobligeantes sur ses petits revenus, ses ambitions modestes. Paul encaissait en silence. Jusqu'au jour où une secrétaire de son entreprise a commencé à lui montrer de l'admiration, du respect, de la considération. Devinez ce qui s'est passé? Paul n'a pas consciemment pensé « je vais me venger de mon épouse ». Non. Il a simplement ressenti une validation émotionnelle intense qu'il ne trouvait plus chez lui. Et il s'est laissé glisser dans l'aventure comme on se laisse tomber dans un fauteuil confortable après une journée épuisante. La question que je pose toujours dans ces cas-là, votre femme sait-elle à quel point vous vous sentez diminué? Réponse 9 fois sur 10. Non, je ne lui ai jamais vraiment dit. Voilà le problème. Les hommes et les femmes parlent souvent des langues émotionnelles différentes. L'homme attend que sa partenaire devine son mal, être. La femme attend qu'il l'exprime clairement. Résultat, incompréhension mutuelle, frustration croissante et terrain fertile pour l'infidélité. Sixième dimension, la recherche d'une validation sexuelle. Et là, mesdames, je vais vous demander d'être vraiment honnête avec vous-même. Combien de fois par mois faites-vous l'amour avec votre mari? Une fois, 2 fois, moins? Je ne juge pas. La vie est complexe, on est fatigué, le désir fluctue. Mais comprenez bien ceci, pour beaucoup d'hommes, la sexualité n'est pas seulement une question de plaisir physique. C'est aussi une confirmation de leur désirabilité, de leur virilité, de leur connexion avec vous. Quand la vie sexuelle s'étiole, l'homme ne pense pas toujours « ma femme est fatiguée, stressée, préoccupée ». Il pense « elle ne me désire plus, je ne l'attire plus. Suis-je encore un homme désirable ?» Et voilà qu'apparaît une femme, souvent plus jeune, parfois pas, qui lui montre clairement qu'elle le désire. Vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas une question de beauté physique de l'épouse. Certaines femmes magnifiques se font tromper par leur mari avec des femmes objectivement moins séduisantes. Pourquoi? Parce que c'est pas la beauté qui compte, c'est le désir manifesté. C'est regarder un homme comme s'il était l'objet de tous vos fantasmes. C'est lui redonner cette sensation grisante d'être désiré, chassé, voulu. Et ça, mes chères auditrices, c'est un aphrodisiaque plus puissant que n'importe quel physique de mannequin. Martine, une de mes patientes, était absolument stupéfaite quand elle a découvert que son mari avait une liaison avec une femme qu'elle jugeait quelconque. « Mais regarde-la, elle n'est même pas jolie, » me disait-elle, outrée. Je lui ai demandé « Quand avez-vous regardé votre mari pour la dernière fois avec désir? Quand lui avez-vous fait sentir qu'il vous rendait folle de désir ?» Long silence. Puis, je ne sais plus, il y a des années peu, être.
Voilà votre réponse. Cette autre femme, quelconque, selon Martine, regardait son mari comme s'il était Brad Pitt. Elle lui écrivait des messages enflammés, elle initiait des rencontres sexuelles avec enthousiasme. Elle lui faisait sentir qu'il était un dieu du sexe. Qui peut résister à ça quand on se sent invisible chez soi? Attention, je répète, ce n'est pas une excuse. Un homme adulte devrait être capable de communiquer ses besoins plutôt que de tromper. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal, peuplé d'hommes et de femmes émotionnellement matures qui communiquent parfaitement. Nous vivons dans le monde réel, avec des gens imparfaits, des cerveaux complexes, des besoins contradictoires. Alors, que faire avec tout ça? Je vous vois de l'autre côté de l'écran, peut être en train de ruminer sur votre propre situation. Voici ce que je veux que vous compreniez profondément. Vous ne pouvez pas contrôler les choix de votre partenaire. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de tromper s'il a décidé de le faire. Mais vous pouvez créer un terreau relationnel où l'infidélité devient beaucoup moins probable. Comment? En comprenant les besoins psychologiques fondamentaux de votre partenaire et en y répondant de façon intentionnelle. Septième facteur, et on touche ici à quelque chose de profond, l'attachement insécure. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie de l'attachement. C'est un cadre psychologique qui explique comment nos premières relations avec nos parents façonnent notre manière d'être en relation à l'âge adulte. Il existe 3 grands types d'attachement: sécure, anxieux et évitant. Les personnes avec un attachement évitant, et beaucoup d'hommes entrent dans cette catégorie, ont une peur inconsciente de l'intimité profonde. Elles veulent la connexion, mais en même temps, elles la fuient quand elle devient trop intense. L'infidélité devient alors une stratégie inconsciente pour maintenir une distance émotionnelle tout en restant dans la relation. François, 45 ans, histoire classique d'attachement évitant, sa mère était froide, distante, imprévisible dans son affection. François a appris très tôt à ne pas compter sur les autres pour sa sécurité émotionnelle. Adulte, il choisit des femmes aimantes et stables, mais dès que la relation devient trop intime, trop fusionnelle, il panique intérieurement. Il ne le formule pas comme ça, bien sûr. Il se sent juste étouffé, il a besoin d'air, il trouve sa femme trop demandante, et hop, il trouve du réconfort auprès d'une autre femme qui, par définition, n'exige pas le même niveau d'intimité puisque c'est une relation clandestine et limitée. François régule ainsi sa peur de l'intimité sans avoir à quitter sa femme. Ingénieux, n'est-ce pas? Destructeur, mais ingénieux. Si vous êtes avec un homme au style d'attachement évitant, l'infidélité n'est pas inévitable, mais c'est un risque augmenté. La bonne nouvelle, l'attachement peut se sécuriser avec de la thérapie, de la conscience de soi et un travail intentionnel sur ses blessures d'enfance. Mais il faut que l'homme reconnaisse le problème, et ça c'est souvent le plus difficile. Huitième raison, et celle-ci va peut-être vous surprendre, l'ennui existentiel. Nous vivons plus longtemps qu'à n'importe quelle époque de l'histoire humaine. Un mariage peut facilement durer 40, 50 ans. C'est merveilleux et terrifiant à la fois. Parce que les êtres humains, hommes comme femmes, sont programmés pour la nouveauté. Notre cerveau s'épanouit dans la découverte, l'exploration, la surprise. Une relation de plusieurs décennies peut devenir d'une prévisibilité étouffante. On connaît les réactions de l'autre, ses blagues, ses opinions, surtout. Il n'y a plus de mystère. Et pour certaines personnes, cette absence de mystère ressemble à une mort psychologique lente. L'infidélité devient alors une manière de s'injecter du chaos, de l'imprévisible, de la vie dans une existence qui semble sclérosée. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas juste, mais c'est humain. Certains hommes trompent simplement parce qu'ils s'ennuient mortellement et qu'ils ne savent pas comment réinventer leur relation de couple de façon saine et constructive. Alors ils créent du drame, du secret, de l'adrénaline par l'infidélité. Laurent,
56 ans, patron d'entreprise, marié depuis 32 ans, vie confortable, routinière. Il me confie: je savais ce que ma femme allait dire avant qu'elle ouvre la bouche. Je connaissais ses réactions, ses jugements, ses peurs. J'avais l'impression d'être en pilote automatique. Puis j'ai rencontré cette femme qui me surprenait constamment, avec elle je me sentais vivant. Notez bien, Laurent ne détestait pas sa femme. Il s'ennuyait. L'ennui est un tueur silencieux de couple. Et au lieu de travailler sur cet ennui avec sa partenaire, de chercher ensemble des façons de se réinventer, il a cherché la solution à l'extérieur. Erreur classique. Bon, faisons une pause. Vous êtes toujours avec moi? Si cette analyse vous interpelle, commentez, je vois plus clair maintenant. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur la psychologie des relations. 9e facteur, et on entre dans un territoire délicat, la normalisation culturelle de l'infidélité masculine. Soyons francs. Dans de nombreuses cultures, y compris certains milieux francophones, l'infidélité masculine est tacitement tolérée, parfois même admirée. Les hommes sont comme ça. Un homme a des besoins, tant qu'il revient à la maison. Combien de fois avez-vous entendu ces phrases? Cette normalisation culturelle donne une permission implicite aux hommes de tromper. Quand la société vous murmure que c'est presque attendu, naturel, qu'est-ce qui vous retient vraiment à part votre propre boussole morale? J'ai des patients qui grandissent en voyant leur père tromper leur mère, qui entendent leurs oncles plaisanter sur leur maîtresse lors des réunions familiales, qui voient les films et les séries glorifier l'homme à femme. Quel message reçoivent-ils? Que l'infidélité masculine est banale, presque un rite de passage. Alors quand l'opportunité se présente, la barrière psychologique est déjà affaiblie. Ce n'est pas si je fais ça, je suis un monstre. C'est si je fais ça, je suis juste un homme. Cette normalisation culturelle doit être déconstruite. Un homme n'est pas moins viril parce qu'il reste fidèle. La fidélité n'est pas une castration, c'est un choix d'intégrité. Mais tant que les hommes grandissent dans des environnements qui valorisent la multiplicité des conquêtes comme preuve de masculinité, nous aurons ce problème. 10e dimension, l'absence de conséquences perçues. Voilà quelque chose que personne ne veut entendre. Beaucoup d'hommes trompent parce qu'ils pensent qu'ils ne se feront jamais prendre. Et franchement, ils ont souvent raison. La majorité des infidélités ne sont jamais découvertes. Les hommes sont souvent meilleurs que vous ne le pensez pour compartimenter, mentir, effacer les traces. Je ne dis pas ça pour vous rendre parano, je dis ça pour vous confronter à la réalité. Si un homme pense qu'il y a 90% de chances de ne jamais être découvert, et que même s'il est découvert, sa femme lui pardonnera ou ne le quittera pas, où est l'inhibition? C'est dur à entendre. Mais regardons les faits. Combien de femmes découvrent une infidélité et finissent par rester? Beaucoup. Pour les enfants, pour la sécurité financière, par peur de la solitude, parce qu'elles aiment encore leur mari malgré tout. Les hommes le savent. Ils calculent, consciemment ou non, le rapport risque-bénéfice et, souvent, le bénéfice perçu l'emporte sur le risque. Comment changer ça? En établissant des conséquences claires. Je ne parle pas de menaces ou de chantage, je parle de limites fermes et communiquées. Si tu me trompes, je pars. Et le plus important, le penser vraiment. Les hommes sentent quand une femme bluffe. Si vos limites sont floues, si vous avez déjà pardonné 10 fois, si vous avez montré que vous resteriez malgré tout, vous avez involontairement supprimé l'inhibition principale contre l'infidélité. Écoutez-moi bien, je ne dis pas qu'une femme qui pardonne est stupide. Le pardon peut être un acte de force incroyable, mais il faut comprendre la dynamique psychologique en jeu. Sans conséquences réelles, certains comportements se perpétuent. 11e facteur, la crise existentielle de la quarantaine ou de la cinquantaine. Ah, la fameuse crise de la cinquantaine.
Certains pensent que c'est un cliché, mais croyez-moi, c'est très réel cliniquement. Vers 45-50 ans, beaucoup d'hommes prennent conscience de leur mortalité. Ils réalisent que leur vie est probablement plus derrière que devant. Ils voient leur corps changer, leur vitalité diminuer. Ils se demandent est-ce que c'est tout ce qu'il y aura? Cette angoisse existentielle peut les pousser à des actes désespérés pour se prouver qu'ils sont encore vivants, encore désirables, encore capables de séduire. L'infidélité devient une tentative pathétique de fuir la mort. Séduire une femme plus jeune, c'est nier symboliquement le vieillissement. C'est se dire si elle me veut, c'est que je ne suis pas un vieux fini. C'est un mécanisme de défense contre l'angoisse de mort. Freud aurait eu une journée de travail passionnante avec ces hommes-là. Bernard, 53 ans, venait de perdre son meilleur ami d'une crise cardiaque, brutalement, du jour au lendemain. 3 mois après, il entamait une liaison avec une femme de 35 ans. Coïncidence? Non. Face à face avec sa propre mortalité, Bernard cherchait désespérément à se sentir immortel, jeune, plein de vie. Et quoi de mieux qu'une jeune femme désirante pour créer cette illusion temporaire? 12e raison, l'addiction au risque et à l'adrénaline. Certains hommes sont neurologiquement câblés pour rechercher les sensations fortes. Ils ont besoin de stress positif, d'adrénaline, de dopamine. Ce sont souvent des preneurs de risques dans leur vie professionnelle, entrepreneurs, traders, sportifs de l'extrême. Pour eux, la vie quotidienne conjugale peut sembler insupportablement fade. L'infidélité ajoute du piquant, du danger, de l'excitation, le secret, le risque de se faire prendre, l'adrénaline de la double vie, tout ça crée un cocktail neurochimique addictif. Ces hommes ne cherchent pas nécessairement l'amour ou même le sexe principalement, ils cherchent le frisson. Et une fois qu'ils ont goûté à cette drogue, il est très difficile d'arrêter. C'est pourquoi certains hommes multiplient les aventures même après avoir été découverts et pardonnés. Ce n'est pas qu'ils manquent de volonté, c'est qu'ils sont littéralement dépendants à la neurochimie de l'infidélité. Raphaël, pilote de rallye, avait trompé sa femme avec au moins 7 femmes différentes sur 10 ans. Il venait me voir, non pas parce qu'il voulait arrêter, mais parce que sa femme l'avait menacé de divorce. Quand je lui demandais ce qu'il ressentait au moment de ses aventures, il me décrivait un état euphorique, une montée d'adrénaline qu'il comparait à la sensation de piloter une voiture de course à 200 km/h. Je me sens vivant, disait-il. Le problème, sa vie conjugale normale ne pouvait pas rivaliser avec cette intensité. C'était comme demander à un cocaïnomane d'être satisfait par une tasse de tisane. Pour ces hommes, la solution n'est pas de les culpabiliser davantage. C'est de les aider à trouver des sources saines d'adrénaline et de sensations fortes et de travailler sur leur tolérance à l'ennui positif, à la paix, à la stabilité. Mais ça demande un vrai travail thérapeutique profond. 13e dimension, le désir de variété sexuelle. Parlons franchement de quelque chose que beaucoup de thérapeutes édulcorant, les hommes désirent la variété sexuelle. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est biologiquement vrai. Des études montrent que le désir masculin répond fortement à la nouveauté des partenaires. On appelle ça l'effet Coolidge. Un mâle sexuellement saturé avec une femelle retrouve immédiatement son intérêt sexuel quand une nouvelle femelle se présente. Ça a été démontré chez presque tous les mammifères, humains inclus. Cela signifie-t-il que tous les hommes sont condamnés à tromper? Non, parce que les humains ont un cortex préfrontal développé capable de surmonter leurs pulsions primitives. Mais cela signifie que le désir de variété sexuelle est réel, puissant et constant. Les hommes fidèles ne sont pas des hommes sans ce désir, ce sont des hommes qui choisissent activement de ne pas y céder malgré son existence. Alors que faire avec cette information? D'abord, cessez de prendre personnellement le fait que votre mari puisse trouver d'autres femmes attirantes. C'est neurobiologique, ce n'est pas un commentaire sur votre valeur ou votre beauté. Ensuite,
Travaillez ensemble à maintenir la nouveauté dans votre vie sexuelle conjugale. Variez les contextes, les rôles, les fantasmes. Le cerveau peut être trompé. Si vous créez assez de nouveautés avec le même partenaire, vous pouvez satisfaire partiellement ce besoin de variété sans avoir besoin de partenaires multiples. Mais soyons honnêtes, certains hommes ne seront jamais satisfaits par une seule femme. Ce n'est pas un défaut moral automatique, c'est parfois juste leur câblage. Ces hommes ne devraient probablement pas s'engager dans des relations monogames traditionnelles. Le problème ? La société ne leur offre pas beaucoup d'alternatives acceptables. Alors ils promettent la monogamie, sachant quelque part qu'ils ne pourront probablement pas tenir cette promesse. Résultat, mensonge, trahison, douleur. 14e facteur, les troubles de la personnalité non diagnostiqués. Parlons maintenant des cas plus pathologiques. Certains hommes trompent compulsivement non pas à cause de problèmes relationnels, mais à cause de troubles psychologiques profonds. Un homme avec des traits narcissiques sévères peut tromper simplement parce qu'il se sent autorisé à le faire au-dessus des règles qui gouvernent les gens ordinaires. Un homme avec un trouble de la personnalité borderline peut tromper dans des moments de dysrégulation émotionnelle intense, cherchant désespérément à combler un vide intérieur. Alain, 49 ans, narcissique pathologique. Il trompait sa femme non pas parce qu'il était insatisfait sexuellement ou émotionnellement, mais simplement parce qu'il pouvait le faire. Chaque conquête était une preuve de sa supériorité, de son irrésistibilité. Il collectionnait les femmes comme d'autres collectionnent les trophées. Il n'éprouvait aucune culpabilité réelle, seulement un agacement d'avoir été découvert. Quand sa femme pleurait, il ne ressentait pas d'empathie authentique, seulement de l'irritation face à son émotivité excessive. Ces cas sont difficiles parce que la thérapie de couple est souvent inutile. Le problème n'est pas relationnel, il est intrapsychique. L'homme doit d'abord travailler sur sa pathologie personnelle avant de pouvoir être un partenaire sain. Et malheureusement, les narcissiques pathologiques cherchent rarement une aide thérapeutique authentique parce qu'ils ne perçoivent pas de problème chez eux. Si vous êtes avec un homme qui trompe de façon compulsive, sans remords véritable, qui manipule et ment avec une facilité déconcertante, qui semble incapable d'empathie authentique, vous n'êtes probablement pas face à un problème de couple, mais face à un trouble de la personnalité. Et dans ces cas, ma recommandation clinique est claire, partez, protégez-vous. Ces situations ne s'améliorent presque jamais et vous consumez votre vie et votre santé mentale en essayant de changer quelqu'un qui est fondamentalement incapable de connexion authentique. 15e aspect, et on arrive bientôt à la fin de notre exploration, l'influence de l'alcool et des substances. On sous-estime souvent à quel point l'alcool et d'autres substances psychoactives facilitent l'infidélité. L'alcool diminue l'inhibition, altère le jugement, augmente la prise de risque. Un homme qui ne tromperait jamais sobre peut facilement franchir la ligne rouge après quelques verres de trop. Ce n'est pas une excuse valable, j'étais Saoul ne justifie rien, mais c'est un facteur contextuel important. Si votre mari sort régulièrement entre collègues, boit abondamment, et qu'une collègue séduisante est également présente dans ces contextes, le risque d'infidélité monte en flèche. Le cortex préfrontal, notre frein moral, est littéralement inhibé par l'alcool. Les pulsions primitives prennent le dessus. Patrick, 42 ans, a trompé sa femme lors d'un séminaire d'entreprise où l'alcool coulait à flot. Le lendemain, il était rongé par le remords et la culpabilité. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi. En un sens, il avait raison. Ce n'était pas son moi sobre, rationnel. C'était son moi ivre, désinhibé, gouverné par l'impulsion plutôt que par la réflexion. Cela n'excuse rien, mais ça explique le mécanisme. 16e et dernière raison que je vais aborder aujourd'hui, le manque d'éducation émotionnelle.
Voilà quelque chose de fondamental que personne ne mentionne assez. La majorité des hommes de 40 ans et plus ont grandi dans des familles où on ne parlait pas d'émotions, où la vulnérabilité était perçue comme une faiblesse, où un homme devait être fort, stoïque, invulnérable. Résultat, des générations d'hommes émotionnellement analphabètes, incapables d'identifier, de nommer et de communiquer ce qu'ils ressentent. Quand un homme ressent un malaise dans son couple, il ne sait souvent pas ce que c'est précisément ni comment en parler, il sent juste une tension, une insatisfaction vague. Au lieu de chercher à comprendre et à communiquer, il fuit vers ce qui soulage momentanément. L'attention d'une autre femme, le sexe avec une nouvelle partenaire, l'excitation de la nouveauté, l'infidélité devient un symptôme d'incompétence émotionnelle. Si votre partenaire avait eu les outils pour vous dire « je me sens invisible dans notre relation », j'ai besoin de plus de connexion, de reconnaissance, de désir de ta part, peut être que vous auriez pu travailler ensemble sur ces problèmes, mais il ne sait pas le formuler. Alors il agit au lieu de parler, et vous vous retrouvez face au décombre d'une trahison qui aurait pu être évitée. Alors voilà, 16 facteurs psychologiques qui expliquent pourquoi un homme marié choisit d'être infidèle. Ce n'est pas simple, c'est pas il est juste un salaud ou tu n'étais pas assez bien. C'est un entrelacement complexe de biologie, de psychologie, de culture, d'histoire personnelle, de dynamique relationnelle. Maintenant, la vraie question, que faites-vous avec toute cette information? Premièrement, vous cessez de personnaliser l'infidélité. Si votre partenaire vous a trompé, ce n'est probablement pas parce que vous n'êtes pas assez belle, assez sexy, assez intéressante. C'est parce qu'il avait des failles psychologiques qu'il n'a pas su gérer autrement. Cela ne diminue pas votre douleur, mais ça peut diminuer votre honte et votre sentiment d'inadéquation. Deuxièmement, vous réalisez que prévenir l'infidélité demande une attention intentionnelle. Un couple ne reste pas fidèle par défaut, par inertie, il reste fidèle parce que les deux partenaires nourrissent activement leur relation, maintiennent le désir, communiquent leurs besoins, créent de la nouveauté, se respectent mutuellement, établissent des limites claires. Troisièmement, vous comprenez que certaines relations sont simplement avec des personnes qui ne devraient pas être en couple monogame. Si votre partenaire trompe de façon compulsive, répétée, sans remords véritable, vous n'êtes pas face à un problème que l'amour peut résoudre. Vous êtes face à un choix. Accepter cette réalité et ses conséquences ou partir pour préserver votre dignité et votre santé mentale. Et voici maintenant ce que je vous avais promis au début, le secret clé qui change tout. Écoutez-moi attentivement, l'infidélité masculine n'est pas un échec de l'amour, c'est un échec d'intégrité. Un homme peut aimer profondément sa femme et la tromper quand même. Ce qui manque, ce n'est pas l'amour, c'est l'alignement entre ses valeurs déclarées et ses actions. C'est l'incapacité à tolérer l'inconfort émotionnel, s'enfuir vers une solution facile et destructrice. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous torturer avec « il ne m'aime pas assez ». Peut être qu'il vous aime, peut être même qu'il vous aime énormément. Mais il manque de force morale, de maturité émotionnelle, de capacité à gérer les tensions internes sans les externaliser de façon destructrice. Et ça, mesdames, c'est pas quelque chose que vous pouvez réparer, c'est son travail à lui. Votre travail à vous, c'est de décider ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans votre vie, de connaître votre valeur, de ne pas être un collectionnista de amour toxique. Si un homme ne vous apporte pas de valeur, ajoutez-le au recyclage. C'est cruel de dire ça? Non. C'est de l'amour rationnel. C'est refuser de sacrifier votre bien, être sur l'autel d'une relation qui ne vous nourrit plus.
Alors voici votre défi pour cette semaine, ma chère auditrice. Si vous êtes en couple, asseyez-vous avec votre partenaire et ayez une conversation honnête sur l'état de votre relation. Pas une confrontation, une conversation. Posez ces questions. Te sens-tu vu dans notre relation? Te sens-tu désiré? Y a-t-il des besoins non satisfaits dont nous ne parlons pas? Et écoutez vraiment les réponses, même si elles sont inconfortables. Si vous êtes célibataire après une infidélité, voici votre défi. Écrivez sur un papier toutes les qualités que vous recherchez chez un partenaire, mais cette fois, ajoutez des qualités de caractère, pas juste des traits de personnalité. Intègre, émotionnellement mature, capable de communication vulnérable, fidèle à ses engagements. Et ne vous installez jamais avec quelqu'un qui ne coche pas ces cases, peu importe à quel point il est charmant ou séduisant. Souvenez-vous, se désattacher n'est pas du désamour, c'est de l'amour de soi. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de laisser partir quelqu'un qui ne peut pas vous offrir ce dont vous avez besoin. Avant de nous quitter, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de vérité crue sur la psychologie des relations. Commentez votre plus grande prise de conscience aujourd'hui et partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin d'entendre ce message. Parce que trop de femmes se perdent en essayant de comprendre l'incompréhensible. Je vous donne les clés. À vous de décider quelles portes vous ouvrez et lesquelles vous fermez définitivement. L'infidélité n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et vous aussi, vous avez des choix à faire sur la vie que vous voulez vivre, sur les personnes que vous laissez entrer dans votre espace sacré, sur les comportements que vous tolérez ou refusez. Choisissez-vous, toujours, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Je suis Christophe André et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine. Prenez soin de vous, vous le méritez.